Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. J'ai peur d'être comme mon père. Là, vous vous dites, mais quel est le lien avec le transhumanisme ou la technologie? Je- Il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien, je vais vous le dire. Oui, je suis un peu léger. Pardonnez-moi ma tenue, je suis dans un pays équatorial, la France. Alors, j'ai peur d'être comme mon père. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Salomé, qui est un expert en développement personnel. Il se définit lui-même comme un psychosociologue et écrivain. C'est un grand observateur des relations humaines. Il partage ses réflexions avec ses lecteurs sur les mécanismes invisibles de nos vies intérieures. Et l'idée avec le développement personnel, il me semble, c'est que plus on s'informe, plus on peut prendre conscience de certaines choses et plus on est attentif et mieux on peut conduire nos existences, enfin mieux, en tout cas avec plus de responsabilité. Et les bouquins que j'ai lus de cet auteur traitaient du sujet de la communication. Et la communication est un sujet qui m'intéresse énormément pour la simple et bonne raison que je ne suis pas le meilleur dans ce domaine-là. J'ai plein de choses à apprendre. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que si la communication était enseignée dès le plus jeune âge, eh bien, le monde se porterait bien mieux. Euh, on associe souvent la notion de progrès à une société capable de maîtriser des machines technologiques sophistiquées. Et je pense que le progrès passe aussi par, par le développement de capacités, par la maîtrise de capacités intérieures, par le développement de savoir-faire, de savoir-être individuels qui vont avoir des répercussions positives sur la vie en collectivité. Le commun, la qualité de la vie en collectivité, la vie en groupe est une matière qui se dérobe, qui est à créer, à recréer, à renouveler sans cesse. On le voit quand on travaille en groupe, c'est pas parce qu'une réunion s'est bien passée une fois que ce sera efficace à chaque fois. Il y a toujours à être vigilant, à être patient, à être à l'écoute, parce que nous sommes des êtres en mouvement permanent, traversés par des émotions, des coups de fatigue, des événements, des envies, etc. La cohésion d'un groupe est à réinventer à chaque fois et nécessite les efforts de chacun. Et il me semble que plus les membres d'un groupe sont aptes à se remettre en question, à savoir reconnaître leurs torts, savoir gérer leurs émotions, la pique de jalousie, la mauvaise foi, savoir s'excuser, etc., eh bien plus la cohésion est de qualité. Quand je parle de communication, je ne parle pas uniquement de capacité à formuler des messages, mais aussi et surtout de cette capacité à être à l'écoute des autres, certes, mais aussi et surtout à l'écoute de soi-même. La qualité de la relation avec les autres est indissociable, selon moi, de la qualité de la relation qu'on a avec soi-même. Et ce Jacques Salomé a dit, derrière chaque peur, il y a un désir. Moi, si j'ai fait du théâtre dans ma vie, c'est parce que j'ai eu peur de parler en public. Arrivé à l'université, c'était incroyablement difficile pour moi de parler en public. Tout d'un coup, les exposés devenaient des calvaires incroyables et je souffrais terriblement dès l'instant où je savais que j'allais devoir faire une présentation. Et j'ai voulu contrecarrer ce destin et mettre de l'énergie dans un travail sur moi-même. Et c'est comme ça que j'ai découvert le théâtre. Alors c'est vrai que faire du théâtre pour quelqu'un qui a peur de parler en public, c'est un peu maso, mais j'ai toujours eu ce rapport à la vie comme un combat, comme une lutte contre soi, avec soi, nourri au rap français. On n'est pas condamné à l'échec, donc il n'y a pas de fatalité, donc on y va. Et depuis que j'ai commencé le théâtre, j'ai tout simplement pas arrêté le théâtre. Je viens même d'écrire un spectacle où je suis tout seul sur scène. J'ai découvert que derrière ma peur de théâtre, eh bien, il y avait une énorme et furieuse envie de théâtre. Derrière ma peur de parler en public se nichait une forte envie de m'exprimer par ma parole, mais aussi par mes silences et aussi par mon corps. Quand j'ai découvert le théâtre, c'était un véritable coup de foudre. Je voulais tout apprendre, je voulais tout tenter. Euh, J'avais vraiment un rapport à la peur complètement différent, où je sentais que la peur, c'était finalement un signal que je pouvais écouter, que je pouvais suivre un peu comme une étoile et qui allait me faire vivre des choses nouvelles, me faire expérimenter
de nouvelles aventures. Quand j'ai découvert le théâtre, je me suis aussi découvert un peu moi-même et je me suis plus assumé et assumé aussi d'autres désirs. C'est à ce moment-là aussi que je trouve le courage de dire je t'aime à la femme de ma vie. Bref, derrière ma peur de parler en public, il y avait donc un désir de parole. Derrière ma peur d'être comme mon père, il y a un désir d'être moi-même. Ces peurs ont été des véritables moteurs pour moi. Ce sont ces peurs, ce sont ces fragilités qui m'ont poussé à demander de l'aide, qui m'ont poussé à rencontrer des gens que je n'avais jamais rencontrés, qui m'ont poussé à aller vers les autres, qui m'ont poussé à travailler sur moi. Et c'est marrant parce que plus on travaille sur soi, plus on se débarrasse un peu de soi-même, plus on se laisse un peu soi-même tranquille et plus on va vers les autres et plus on s'y intéresse. En acceptant mes imperfections et en me donnant les moyens de les travailler, eh bien, j'avais mis un pied dans un engrenage positif. Dès lors que j'avais accepté de travailler sur moi et d'accepter aussi les difficultés, les défis qui suivraient naturellement ce travail personnel, eh bien, la vie avait pris une dimension nouvelle. Je me sentais différemment vivant. Je sentais une dimension épique de l'existence, comme projeté dans une aventure où je suis le héros et sur mon chemin, il y a des gentils, des méchants, des défis, des obstacles, où la réussite est une question de détermination, de travail, mais aussi d'opportunités, de chances, de rencontres, où je devais effectivement fournir des efforts sans relâche, tout en acceptant finalement que il y avait des choses sur lesquelles je ne pouvais pas avoir totalement de maîtrise. Et comme dans un film, j'avais la sensation d'être plus tolérant vis-à-vis d'autrui, comme si j'avais plus de ressources pour comprendre les comportements d'autrui, pour comprendre que nous sommes tous issus d'un parcours, d'une trajectoire particulière qui fait qu'on a telle ou telle croyance, telle ou telle vision du monde. Et finalement, ce sont mes fragilités qui sont mes bases de ce que je décris comme des moments fabuleux de ma vie. Et c'est là où je vais raccrocher avec le transhumanisme. C'est que dans le mouvement transhumaniste, il y a aussi cette intention d'améliorer l'humain moralement. Pendant des années, l'humain a cherché à améliorer l'humain moralement par les moyens de l'éducation, par les moyens de la culture. Mais force est de constater que les résultats ne sont pas si géniaux que ça, puisque il y a encore des guerres, de la cruauté, de l'égoïsme, des désirs de domination. C'est l'idée que l'éducation morale traditionnelle semble dépassée ou inadaptée et qu'il qu'il faudrait utiliser des moyens chimiques ou technologiques pour améliorer moralement les humains. C'est ainsi qu'on pense à agir sur les attitudes émotionnelles comme l'agression, les sentiments racistes, atténuer la volonté de domination ou favoriser des compétences sociales comme l'empathie. Alors techniquement, nous pouvons intervenir sur le cerveau pour agir sur nos comportements. Les interfaces cerveau-machine ne datent pas d'hier. Le professeur Halim Louis Benhabib a trouvé la possibilité, le moyen de supprimer les tremblements de la maladie de Parkinson en stimulant électriquement des zones précises du cerveau avec un implant inséré dedans. Eh bien, on peut supprimer les tremblements de la maladie de Parkinson, les symptômes de cette maladie. On peut donc agir sur le comportement humain. Alors ça, c'est l'utilisation thérapeutique, mais comme on sait maintenant entrer dans le cerveau, y implanter une interface que l'on peut piloter à distance, on pourrait l'utiliser pour agir sur d'autres comportements, sur l'obésité, sur la dépression, etc. Et rien n'empêche d'extrapoler un petit peu et d'imaginer effectivement des utilisations sur le stress, sur des émotions qu'on voudrait supprimer ou qu'on voudrait au moins contrôler. Et je me demande si on enlève à l'humain ses fragilités, est-ce qu'il sera encore dans une volonté de se dépasser intérieurement du moins ? Parce que oui, l'humain peut faire grave pitié. Là, je peux faire grave pitié pour certaines personnes en m'épanchant sur les réseaux, en parlant de mes peurs, etc. Mais c'est justement ça que j'interroge. Si on lisse encore et encore, si on met notre énergie dans la volonté de supprimer ce qui nous dépasse, nos aspérités, nos reliefs qui nous dérangent, nos fragilités, que restera-t-il sinon des moments d'expérience sélectionnés et estimés comme les plus belles façons de vivre? Si on délègue à la technique le soin de nous améliorer moralement, est-ce que c'est pas un aveu de notre incapacité à le faire nous-mêmes? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on doit se confronter à cet aveu? Est-ce qu'on doit effectivement tout d'un coup tous se regarder et admettre que on n'a pas été capable d'être mieux que ça et que on est capable d'inventer des technologies qui pourraient nous rendre meilleurs, mais que nous,
par les voies les plus naturelles ou les plus naturelles, les plus évidentes, eh bien, on n'est pas capable d'y accéder. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Voilà, n'hésitez pas à commenter ces vidéos, à les partager. Merci de votre attention. À bientôt. Ciao, ciao.